refuse de me rendre le téléphone parce que je suis noire, je suis dépassée, maman. Je ne fais que pleurer. Depuis hier, je ne fais que pleurer. J'ai la voix fouillée, je ne dors pas bien. J'ai les maux de tête. Je ne peux plus supporter, maman. Je ne peux plus supporter, pardon. Il faut m'enlever de Carabic. Il y a le billet de Sakaria qui est disponible en ce moment. J'ai un frangin qui est là-bas. Pardon, maman. Le billet, c'est 200 télé. Je t'en supplie, pardon, maman. Laisse-moi partir à Zakaria. Là-bas, il n'y a pas le racisme. Laisse-moi partir là-bas à Zakaria. Il n'y a pas le racisme. Là-bas, tu es tranquille. Ils m'ont dit que là-bas, c'est tranquille. À Zakaria, la ville où je devais aller, là où ils m'ont refusé le concours, pardon. Là-bas, l'école, l'automère, c'est 475 télé. 475 télé, je ne suis pas obligée de payer. Du coup, je peux d'abord attendre jusqu'à ce que mes papiers, jusqu'à ce que l'argent vienne. Maintenant, la formation d'ingénierie, c'est 571 000. Pardon, maman, laisse-moi partir là-bas, je t'en supplie. Je rends le contrat demain. Demain, je rends le contrat. Je m'en fais là-bas, maman. Là-bas, les maisons sont moins chères. S'il te plaît, pardon, je t'en supplie. Pardon, maman, laisse-moi partir. Je ne veux plus rester ici. Tu vois, entendre ici qu'on m'a frappé, on m'a tué. Oh, maman, pardon, je t'en supplie. Tu as failli me gifler, maman. Tu vas entendre ici qu'on m'a frappé à mort. Pardon, si tu veux me voir en vie, maman, laisse-moi partir là-bas. Je t'en supplie, laisse-moi partir là-bas, pardon. Donne-moi seulement le top. Je rends déjà le contrat. Je fais mes bagages, je pars. Hello les gaïsos, vous venez d'entendre un extrait du message vocal que Dina a envoyé à sa mère, donc la veille de son assassinat. Dina, son vrai nom, son nom complet était Jehanna Danis Dina Bongo Ibunga, et elle est décédée à l'âge de 18 ans. Donc elle a été retrouvée morte en Turquie, dans un ruisseau, le samedi 15 mars. C'était une étudiante en génie mécanique à l'université de Karabük. Donc dans l'extrait audio que vous venez d'entendre, elle appelle sa mère à l'aide parce qu'elle est victime de racisme dans la ville où elle est, dans la ville de Karabük. Elle se sent vraiment menacée, elle sent qu'il va lui arriver quelque chose de grave, de quelque chose de dramatique. Donc elle souhaite déménager pour aller à Antalya, continuer ses études là-bas. Donc contrairement à ce que beaucoup d'internautes ont dit sur Internet, sur les réseaux sociaux, les gens disaient que sa mère n'a pas réagi, qu'il faut écouter, que quand les enfants te disent quelque chose, il faut les écouter parce qu'ils ne sont pas forcément en train de se plaindre, ils font pas forcément des caprices. Il faut écouter ses enfants parce que là, effectivement, ça a mené à la mort de la petite Dina. Sauf que sa mère a réagi, sa maman a réagi. D'après les propos de l'influenceuse gabonaise qui aide les parents dans leur démarche, qui aide les parents de Dina, qui a fait le sit-in devant l'ambassade de Turquie au Gabon à Libreville, donc d'après les propos de cette influenceuse-là, sa maman avait déjà commencé à réunir les fonds. Quand elle a reçu l'audio de sa fille, le vocal de sa fille, elle avait commencé à réunir les fonds. Effectivement, c'est pas une famille très riche, c'est pas non plus une famille nantie très aisée, donc ça lui a pris quand même un certain temps. Mais elle était supposée lui envoyer cet argent le dimanche. Donc, sauf que malheureusement, entre-temps, sa fille est décédée le samedi, hein, un jour avant l'envoi des fonds. Et c'est absolument triste, absolument dramatique. Donc après l'annonce de la mort de Dina, il y a beaucoup d'internautes, de nombreux internautes se sont mobilisés sur Twitter. Ils ont créé le hashtag Justice pour Dina. Il y a eu beaucoup de preuves de soutien, notamment des étudiants africains qui ont manifesté aussi devant l'ancien établissement universitaire en brandissant des portraits de Dina. Et sur Twitter, il y a eu aussi beaucoup d'encouragement pour que la communauté gabonaise fasse des sit-ins, en tout cas la communauté gabonaise et estudiantine surtout, fasse des sit-ins, des manifestations devant l'ambassade turque à Libreville pour que effectivement on puisse avoir une autopsie, pour qu'on puisse avoir une vraie enquête diligentée, pour que ça amène à l'arrestation des assassins de Dina et qu'on puisse savoir également la vérité, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc grâce à cette mobilisation, ça a aussi forcé le ministère des Affaires étrangères du Gabon, hein, effectivement, vous savez comment sont nos autorités, d'habitude ils ne font rien, mais grâce à cette massive mobilisation, le ministère des Affaires étrangères gabonais a demandé aussi à ce qu'une autopsie soit réalisée et ainsi qu'une enquête judiciaire pour savoir exactement quelles sont les causes de la mort de Dina et pour que ça amène aussi à l'arrestation de ces assassins et que la famille obtienne justice effectivement. Donc à date,
La version officielle qui est donnée, c'est qu'elle se serait seulement noyée, elle serait seulement morte noyée dans un ruisseau, sans aucune blessure, sans aucune trace de violence sexuelle. Mais vous comprenez que selon les témoignages de personnes sur place, d'étudiantes subsahariennes qui ont vécu ou qui vivent actuellement en Turquie et surtout même à Karakouk, ben, il serait fortement probable en fait qu'elle soit morte, qu'elle ait été violée, là, agressée sexuellement et qu'elle ait été sauvagement assassinée avant d'être jetée dans un ruisseau. Donc ça, vous pouvez voir ça en fait, vous pouvez entendre ces témoignages sur le replay du live de la coach Amon Chic qui est disponible sur YouTube. Vous allez pouvoir le regarder et entendre vraiment pas mal d'histoires d'horreur que certaines personnes africaines, certaines femmes noires vivent en Turquie. Par exemple, il y avait le témoignage d'une femme sénégalaise et d'une femme camerounaise. Puis c'est vraiment que des histoires d'horreur. La sénégalaise, elle a dit qu'elle a failli se faire violer, qu'elle a échappé par la grâce de Dieu. Franchement, elle a échappé parce que à ce moment-là, en fait, juste pour faire une petite histoire courte, dans le sens où on lui avait dit, il y a un Africain qui lui a dit non, je t'ai trouvé un travail, tu vas travailler dans un hôtel. Puis quand elle y allait, elle a eu la présence d'esprit déjà de venir accompagner avec un compatriote sénégalais. Donc ils y sont allés ensemble et même le taximan disait ben là où on s'en va en fait l'endroit, l'adresse que tu m'indiques, il n'y a personne là-bas, il n'y a pas d'hôtel là-bas, mais elle disait mais si on m'a dit j'allais travailler, etc. Donc déjà première chose que c'était pas vrai. Elle arrive là-bas, elle voit un monsieur, un monsieur qui était gros, apparemment il avait uriné sur lui et tout, il avait bu de l'alcool, il sentait l'alcool et tout, et il lui a dit mais pourquoi t'es venue accompagner, pourquoi t'étais pas venue toute seule, et tout ça, bon, histoire courte, son ami avec qui elle était venue, il devait partir parce que lui il travaillait, il est monté dans le bus, il est parti, et elle s'est retrouvée seule, et elle a commencé à voir d'autres hommes qui sortaient de l'endroit où elle était, elle s'est pas du tout sentie en sécurité, elle a commencé à fuir là, elle est partie, elle a traversé la route, et elle a fait semblant d'appeler la police, si jamais pourtant elle n'avait pas d'unité sur son téléphone, et elle a fait semblant d'appeler la police en disant si jamais vous voulez m'agresser, si jamais vous venez vers moi, je vais appeler la police. Et ce qui l'a sauvé aussi, encore une autre fois, c'est le fait qu'il y avait un couple français qui l'ont pris en autostop en fait, parce qu'elle a fait de l'autostop, ils avaient une voiture et ils l'ont prise. Mais bon, vraiment, allez regarder le live, franchement, c'est vraiment assez émouvant, c'est très émotif, il y a tellement d'histoires, et ce qui en ressort, c'est que les parents, n'envoyez pas vos enfants en Turquie, des jeunes enfants, des jeunes filles, surtout les jeunes filles noires, n'allez pas en Turquie, n'allez pas étudier en Turquie, c'est pas recommandé, en tout cas, votre sécurité ne sera pas assurée. Donc pour revenir à l'histoire de Dina, bon, apparemment, le recteur de l'université a aussi exprimé sa tristesse, il a présenté ses condoléances à la famille, il a aussi assuré que c'était une élève très appréciée par ses professeurs et ses camarades de classe. Bon, bien évidemment, les parents, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait une enquête judiciaire, ils veulent qu'il y ait une autopsie qui puisse déterminer les causes réelles de la mort de leur fille, et aussi que l'enquête judiciaire puisse amener à l'arrestation et à l'inculpation des assassins de Dina. Donc franchement, ce que je peux souhaiter à la famille de Dina, c'est vraiment qu'elle obtienne justice, que l'âme de Dina puisse reposer en paix, et que ces assassins soient retrouvés, soient inculpés, soient incriminés et soient écroués, donc voilà, qu'ils puissent être condamnés et voilà, ne plus sortir et ne plus être en prison et ne plus faire du mal à quelqu'un d'autre, quoi, à d'autres femmes comme Dina, quoi, parce que c'est pas normal qu'une jeune fille de 18 ans qui avait toute la vie devant elle, qui est partie étudier, elle est pas partie là-bas pour faire n'importe quoi, elle est partie étudier. Ses parents, j'imagine, s'ils l'ont emmenée en Turquie, c'est parce que voilà, ils pouvaient pas l'emmener aux États-Unis, ils pouvaient pas l'emmener au Canada, les études coûtent assez cher en Amérique du Nord, ils pouvaient peut-être certainement pas l'emmener en France. Apparemment, elle avait une bourse d'études donc pour la Turquie. S'ils l'ont emmenée là-bas, c'est parce qu'ils se sont dit voilà, les études au Gabon, c'est peut-être pas très qualitatif. Là-bas, notre fille va pouvoir étudier, elle aura un meilleur avenir, elle aura un diplôme, elle va pouvoir ensuite revenir travailler, que ce soit au Gabon ou dans un autre pays étranger, mais au moins elle aura un avenir meilleur. Et ils n'ont pas envoyé leur fille pour qu'elle puisse se faire agresser, violer, tuer et que son corps soit jeté dans un ruisseau. C'est tellement triste, c'est tellement abominable. Et j'espère vraiment que sa famille va obtenir justice et que son âme puisse reposer en paix et que ces assassins puissent être condamnés et que vraiment qu'ils soient derrière les barreaux à tout jamais. Donc ça m'amène aussi à un deuxième sujet, c'est au niveau de la prévention. C'est très très important. On va jamais le dire assez, mais vous savez les afros, vous savez les personnes noires, qu'il y a des endroits dans le monde où vous n'êtes pas considérés comme des êtres humains, vous êtes considérés comme des personnes à qui on peut manquer de respect sans qu'il y ait de conséquences, qu'on peut maltraiter. Il y a tellement d'histoires d'horreur sur internet, des femmes à qui on dit ouais, va au Liban, tu vas être une femme de ménage, va au Liban, tu seras une employée de maison, etc. Elles s'en vont en se disant que voilà, je vais pouvoir aider ma famille, je vais pouvoir travailler, et ensuite de ça, je vais revenir et pouvoir
pouvoir aider ma famille, subvenir aux besoins de ma famille. Mais ça ne se passe pas comme ça. On les séquestre, on leur retire leur passeport, on les maltraite. Et après, on voit des histoires, elles se sont jetées par la fenêtre, elles sont maltraitées, elles ont même été violées, agressées. Des histoires d'horreur de personnes noires qui quittent, qui prennent qui prennent le chemin là, du désert du Niger, de je sais pas trop quoi, qu'ils arrivent en Libye, et ensuite de ça, qu'ils se font arrêter, incarcérer. Des fois même, on les vend comme esclaves. Des histoires vraiment abominables. Vous le savez que dans certains pays arabes, dans certains pays musulmans, votre présence n'est pas désirable, n'y allez pas, votre sécurité n'est pas assurée là-bas, n'y allez pas, on ne vous considère pas comme des êtres humains, des êtres dignes de respect, n'y allez pas, votre vie compte, Black Lives Matters, et vous le savez, et si vous croyez que votre vie compte, alors vous devez faire en sorte que vous devez poser des actes en fait qui montrent que votre vie compte en fait. Vous pouvez pas aller dans des pays comme ça, vous savez très bien qu'à la fin de la journée, si jamais il vous arrive quelque chose, nos gouvernements ne feront rien, nos gouvernements ne vont pas se lever pour aller vous récupérer. C'est souvent nous sur les réseaux sociaux, on va faire des lives, on va commencer à faire des hashtags sur Twitter, on va en parler et ça va permettre peut-être que vous puissiez sortir, mais la plupart du temps des fois même ça ne donne rien. Donc n'allez pas dans ces pays-là. Et là, si jamais tu es dans ces pays, tu es une femme noire, tu es une femme noire seule dans ces pays, et même si tu es une personne noire, hein, tu peux être une femme ou un homme, mais surtout pour les femmes, parce qu'on sait très bien que les femmes noires sont les moins protégées dans ce monde. Voici quelques conseils que je peux te donner aujourd'hui pour que tu puisses en fait assurer le plus que possible ta sécurité. Tu sais, ton intégrité physique, elle est importante. T'es pas dans ce monde-là pour qu'on te viole, pour qu'on te tue, pour qu'on t'agresse, pour qu'on t'insulte, etc. Donc voici quelques conseils que je peux te donner et j'espère que tu vas pouvoir en bénéficier, je sais pas, que tu vas pouvoir aussi les appliquer là. Tu sais, on s'entend que voilà, à la fin de la journée, c'est des conseils. Tu prends ce que tu veux. Tu laisses ce que tu veux également, il n'y a rien qui est obligatoire. Donc la première des choses que je voulais dire, c'était, le premier conseil en tout cas, c'était qu'il faut apprendre le plus que possible, si tu es dans un pays arabe, dans un pays musulman, tu es là pour une période assez, on va dire, relativement longue, là, tu sais, 2, 3, 4, 5 ans, je sais pas trop quoi, et que tu es seule, tu es une femme noire seule en tout cas, apprends le plus que possible la culture, les coutumes, des fois même apprends un petit peu quelques mots dans la langue, analyse l'environnement dans lequel tu es, ça va t'aider en fait à mieux comprendre déjà les attentes des gens autour de toi, ça va t'aider à mieux détecter les comportements. Tu vas pouvoir savoir si une personne là, elle est menaçante envers toi, si elle a envie de faire quelque chose, si elle veut te faire du mal ou pas. Essaie d'apprendre. Moi je me rappelle, là c'est vraiment une sorte de petit mini story time, mais bon, assez rapide. Ma cousine en tout cas, qui a étudié au Maroc. Bon là actuellement elle n'est plus au Maroc, mais en tout cas elle m'avait expliqué que à un moment donné elle était sortie dans la nuit, pas dans la nuit mais en tout cas tard le soir, c'est pas dans ses habitudes mais ce jour-là elle devait sortir et elle était toute seule, pas accompagnée et à un moment donné arrivé à un carrefour, il y a un groupe d'adolescents là, des enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans, des trucs comme ça, enfin bref, elle pouvait pas vraiment dire l'âge là, mais en tout cas c'était des adolescents, ils ont commencé à venir vers elle, c'était un petit groupe là, ils étaient au moins 4-5, ils ont commencé à venir vers elle, elle se sentait pas du tout en sécurité, puis ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle elle a cherché autour d'elle, elle a trouvé un caillou, une grosse pierre, et puis elle a commencé à brandir la pierre en disant par contre, vous m'approchez pas. Si jamais vous faites un pas, moi je lance le caillou. Puis genre, il y avait quelques personnes autour qui ont commencé à lui dire ah, Eshouma, t'as pas honte, c'est des enfants, t'as pas honte. Elle leur a dit dites-leur de partir. Parce qu'ils sont en train de s'approcher vers moi, là, j'aime pas ça. Dites-leur de partir. Et puis, finalement, les gens nous ont dit, quittez, partez, là, et tout. Et elle a pu continuer son chemin en paix. Donc voilà, c'est parce qu'elle a été assez attentive, elle a analysé son environnement, elle a senti, elle a vu que des gens s'approchaient vers elle et ça l'a pas mis en confiance. Elle s'est sentie menacée et elle a réagi. Voilà. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que essayez aussi d'apprendre le plus que possible les cultures, la culture locale, les coutumes aussi. Analysez bien votre environnement. Moi, je me rappelle que ma cousine aussi, elle a quand même appris un petit peu des mots de la langue marocaine, là. Comment on appelle ça? Je crois que c'est le darija. Elle avait appris quelques mots et elle pouvait dire quand il te dit ça, ça veut dire ça. Quand il dit ça, ça veut dire si. Donc elle avait appris quelques mots comme ça, elle savait un petit peu qu'est-ce que ça voulait dire. Si quelqu'un l'insulte, elle sait qu'elle est en train de l'insulter. Et si quelqu'un lui dit merci, elle sait que quelqu'un est en train de lui dire merci. Elle arrivait à décoder son environnement, à l'analyser et à mieux décoder aussi les comportements. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, ça vraiment, surtout, vous savez que vous êtes dans des pays musulmans, dans des pays arabes, vous savez déjà que votre présence n'est pas elle est tolérée, mais qu'elle n'est pas acceptée, que votre sécurité n'est pas vraiment garantie. S'il vous plaît, habillez-vous de manière conservatrice pour éviter les regards indiscrets. Tu sais que dans ces pays-là, les femmes, elles s'habillent avec des vêtements amples, commence pas à sortir en string, là, tu me comprends ce que je veux dire, à montrer trop tes formes, etc. À la fin de la journée, c'est un conseil, tu fais ce que tu veux, mais si tu veux éviter les regards indiscrets, les insultes, les ci, les ça, les mauvais comportements,
essaye aussi de te plier entre guillemets à la coutume, c'est ça, à la coutume locale là, et puis si tu peux même mettre une sorte de petit foulard, enfin, tu comprends ce que je veux dire. Je suis pas en train de te dire qu'il faut te voiler, qu'il faut te convertir à l'islam, etc. Je suis juste en train de te dire en fait que si tu veux assurer ta sécurité le mieux possible, si tu veux éviter les regards indiscrets, si tu n'as pas envie qu'on t'insulte, parce que moi je me rappelle que quand j'étais étudiante ici au Québec, j'avais des camarades de classe qui avaient étudié, qui étaient africaines, subsahariennes, qui avaient étudié au Maroc, en Tunisie, etc. Et elles me disaient, bah, des fois, tu sais, quand elles sortaient, qu'elles étaient habillées un peu sexy, bah, les gars, ils les insultaient, ils leur traitaient, ah, et je sais pas, je sais pas, ils disaient des mots là, et chouma, je sais pas trop quoi, je sais pas trop quoi, et ça les plaisait pas. Tu sais, évite de t'habiller sexy nini dans ces pays, essaie de t'habiller de manière conservatrice avec des vêtements des vêtements amples, et si tu peux, ben voilà, si tu veux, si tu peux, tu mets un petit foulard là, histoire de passer inconnu, de ne pas attirer les regards indiscrets. Troisième conseil, évite de te promener seul la nuit. Dans des endroits qui sont mal éclairés, peu fréquentés, des endroits bizarres, ne va pas, sors pas la nuit. C'est ma cousine, comme je vous ai dit dans le petit témoignage là, elle était sortie seule la nuit, mais c'est pas une chose qu'elle fait d'habitude et elle le fera plus. Et même de toute façon, elle habite plus au Maroc là, elle vit plus au Maroc, elle était juste partie étudier. Mais évite de sortir tard le soir. Et si jamais tu dois sortir, sois accompagné, traîne avec un ami de confiance, une amie de confiance, déplace-toi en groupe. Déplace-toi en groupe, comme ça au moins tu sais que ta sécurité est quand même relativement assurée. Quatrième conseil, garde toujours un téléphone portable chargé sur toi et à portée de main. Et ça, c'est même un conseil que, par exemple, ici au Québec, là, on le dit souvent, en hiver, quand tu prends la voiture, et toujours ton téléphone chargé sur toi, et toujours. Moi, je vous le dis, là, à un moment donné, là, les premières années, quand j'avais ma voiture, je devais aller au travail le matin, j'avais comme 30 minutes de route à faire. Il y avait une petite tempête de neige. Ma voiture s'est arrêtée comme ça au beau milieu de l'autoroute. Parce que, enfin, tu sais, la conduite hivernale, c'est pas la même chose que la conduite en temps normal. Ma voiture s'est arrêtée au beau milieu de l'autoroute. Bah, j'étais très contente d'avoir mon téléphone qui était bien chargé et j'ai pu appeler le 911. Ils sont venus me remorquer. Tu sais, j'avais pas eu de téléphone en pleine tempête de neige sur l'autoroute. En plus, le Québec, là, c'est 5-6 fois la France. Il y a des endroits, là, c'est pas fréquenté. Là où je partais, c'est une vieille petite ville, là, au fin fond de je ne sais quoi, de quel rang, de je ne sais où. Si j'avais pas de téléphone, ça aurait été compliqué. Peut-être que quelqu'un m'aurait retrouvé, mais peut-être 1 ou 2 heures après, tu sais. Donc ça, c'est vraiment un conseil qui est valable partout. Quand tu n'es pas chez toi, tu es dans un pays, surtout dans un pays étranger, garde toujours ton téléphone chargé à portée de main. Parce qu'en cas d'urgence, tu vas pouvoir appeler rapidement les autorités locales, tu vas pouvoir contacter un ami de ta famille, un membre de ta famille. Tu vas pouvoir t'en sortir le plus rapidement possible. Enfin, en tout cas, alerter le plus rapidement possible les autorités, les gens qui pourront t'aider. Ensuite, cinquième conseil, mais là c'est un peu le conseil qu'on donne un peu aux enfants, là quand on leur dit oh, il faut pas parler aux inconnus dans la rue, faut pas parler aux inconnus dans la rue, bah, c'est à peu près la même chose un petit peu, mais pour les grands, évite de partager des informations personnelles avec des étrangers, tu vois, tu vas pas commencer à lui donner ton adresse, là, ton numéro de téléphone, ta date de naissance, et puis où tu habites, et puis tout, et puis le quartier, et la résidence, et tu l'amènes chez toi. On s'entend que ça c'est assez le bon sens commun, là, t'évites, voilà. Sixième chose, bon bah évite de boire de l'alcool en public. Là, dans certains pays musulmans, bah, la consommation d'alcool, elle est pas légale. Et même ici au Québec, on te dit que je pense que t'as pas le droit de boire de l'alcool en public, genre dans la rue. T'as le droit de boire seulement si t'es sur une terrasse d'un restaurant, et même dans ta voiture, t'as même pas le droit d'avoir une bouteille, en tout cas quand t'es le passager conducteur, t'as pas le droit d'avoir en fait, quand t'es le conducteur en fait, t'as pas le droit d'avoir une bouteille ouverte ou une canette ouverte parce que c'est considéré comme, je sais pas, alcool au volant, un truc comme ça, un truc du style. Donc voilà. Donc quand t'es dans un pays musulman, a priori, a fortiori, là où on ne consomme pas d'alcool, ben tu commenceras pas à boire de l'alcool en public. Là on s'entend que t'as pas envie d'attirer l'attention inutilement sur toi, t'as pas envie de te prendre des remarques, t'as pas envie de te faire agresser ou quoi que ce soit, t'essaies de te fondre dans la masse le plus que possible. Septième conseil, si jamais tu es confronté à des comportements menaçants, des comportements offensants, ben là, tu appelles les autorités, tu cherches de l'aide, tu interpelles le public. Si jamais il y a quelqu'un qui est en train de, je sais pas moi, qui veut t'agresser, qui te parle mal ou quoi que ce soit, tu ne restes pas seul, tu essaies d'alerter le plus que possible les autorités, d'interpeller le public. Il y a toujours une personne au moins qui va pouvoir venir t'aider. Tu restes pas tout seul à essayer de te défendre tout seul, tu fais ce qu'il faut pour assurer ta sécurité et ton intégrité physique.
Puis le dernier conseil que j'ai à donner, ça c'est quand même c'est le plus important je trouve, c'est le fait qu'il faut quand même prendre soin de sa santé mentale. Tu sais, le fait de vivre souvent des discriminations, des insultes, tu vois, des comportements passifs-agressifs, des comportements comme ça, tu sors dans la rue, on te traite hey chou Mike, hello chat, des trucs comme ça, tu sais, dans les pays musulmans, dans les pays arabes, des fois là ça peut faire du tort à ta santé mentale, ça peut être lourd au quotidien. Donc, essaie aussi de prendre soin de ta santé mentale, pratique des activités qui te donnent de la joie, parle-en aussi à des amis qui comprennent ce que tu vis, à des amis qui sont avec toi dans la même situation, à ta famille, parle-en, confie-toi à une personne de confiance, effectivement, hein, tu vas pas te confier à quelqu'un qui s'en fout de tes problèmes, parle avec quelqu'un de confiance, exprime-toi, pour pouvoir en fait sortir ce que tu as à l'intérieur. Parce que le fait, des fois, nous, les personnes afro, on garde tout à l'intérieur et puis à la fin de la journée, enfin, après un long moment, tu sais, ça commence à exploser parce que tu te rappelles que tu as vécu tellement de souffrance et tu pètes les plombs, quoi. T'sais, ne fais pas ça, parle à quelqu'un de confiance, parle à un ami. Moi, je me rappelle que ma cousine, elle me racontait pas mal de ces trucs-là. Oui, il m'est arrivé ça, blablabla. Des fois, c'était triste, t'sais, on était là, oh, c'est triste, etc. Des fois, c'était drôle, on riait ensemble, mais ça permet d'extérioriser. Il faut extérioriser ses émotions, surtout quand ce sont des émotions négatives. Il faut vraiment les extérioriser, il faut vraiment prendre le temps de ne pas tout conserver en soi. Parce que quand vous allez écouter, si jamais vous partez regarder en fait le live de la coach Amanchi qu'elle a fait par rapport à ça, il y en a une, je crois c'est la femme camerounaise qui donne ces témoignages et c'est tellement triste parce que au final elle dit qu'elle a vécu tellement de choses qu'elle n'a même pas dit à ses parents parce qu'effectivement elle voulait pas non plus les alerter, elle voulait pas non plus leur faire du mal, les rendre tristes parce que de toute façon à la fin de la journée ils étaient pas non plus très dans le sens où ils étaient assez impuissants, tu sais, leur fille est en Turquie, elle est toute seule et en train d'étudier à Karakouk, c'est compliqué, ils n'ont pas forcément les moyens de la faire sortir, ils n'ont pas forcément de contact sur place, ils peuvent pas non plus forcément se déplacer là-bas, donc elle voulait pas les inquiéter inutilement, sauf qu'elle a gardé tellement de choses en elle, qu'à la fin, elle souffre, et elle était quasiment en train de pleurer dans le live, et ça faisait tellement mal, je vous disais, comme je vous dis, c'est vraiment un live très très émotif, allez quand même le regarder pour la prévention, n'envoyez pas vos enfants, des enfants, surtout des jeunes filles, étudier là-bas, c'est très important. Assurez votre sécurité, votre vie compte. Croyez que votre vie compte. Posez les actes qui montrent que vous croyez que votre vie compte. Tu sais, comme on disait, comme c'est dit dans la Bible, là, il y a un passage qui dit les œuvres sont l'expression de la foi. Donc quand tu crois quelque chose, là, tu fais. Tu crois que ta vie compte, ben, tu poses des actes qui montrent que ta vie compte. Quand il t'arrive quelque chose, par exemple, tu as vécu une agression, tu pars à la police, tu portes plainte. Ta vie compte, tu vas porter plainte. Tu restes pas là, non, je laisse pour moi à Dieu, parce que souvent, nous, les afros aussi, on a toujours tendance à dire, ah, je laisse pour moi à Dieu, Dieu n'oublie jamais ses enfants, et puis on pose pas les actes, on se dit, oui, mais ça va rien donner. Fais-le, vas-y. Parle-en au moins, même si toi, t'as pas la force de le faire, parle à quelqu'un de confiance, un ami, un proche, un membre de ta famille, parle-en. Et peut-être que cette personne-là va t'accompagner, vous allez aller ensemble porter plainte, vous allez aller ensemble faire les démarches qu'il faut, tu vois. Donc voilà, c'est un petit peu ça. C'est ça que j'avais à dire par rapport à cette situation. C'est tellement triste, c'est vraiment très émouvant, franchement, c'est tellement triste de voir en fait une jeune fille qui avait son avenir devant elle, qui est partie étudier en génie mécanique, qui avait un avenir vraiment radieux et qui est finalement qui est morte comme ça, qui a été violée, certainement tuée, assassinée, et son corps a été jeté dans un ruisseau. C'est comme du n'importe quoi. Franchement, c'est tellement triste. Et de voir en plus que c'était la seule fille de ses parents, ils n'avaient pas d'autres enfants à part elle, donc c'est encore plus triste pour eux. Franchement, je sais même pas comment doit être leur cœur actuellement. Ça doit être tellement, tellement terrible, dramatique. Enfin, j'ai même pas les mots moi-même. Donc voilà, c'était les conseils que j'avais à vous donner. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Commentez, partagez, likez. Et on se retrouve pour un prochain podcast. Bye.